Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous et bienvenue sur Logos FM dans Entreprise et passion où je reçois aujourd'hui Philippe Avril. Philippe, bonjour. Bonjour Madame Beson. Alors je précise pour nos auditeurs qui sont habitués ensuite à nous retrouver en podcast que vous n'êtes pas à nos côtés dans les studios de Logos FM à Chamalières, mais vous êtes au téléphone avec nous. Merci d'avoir pris ce temps de partage et puis surtout merci de nous raconter cette histoire du Cœur des Ceps. Cœur des Ceps qui est un vignoble installé en Corrèze. Et vous allez d'abord nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené, vous et votre épouse Vania, à tout quitter pour relancer un vignoble sur cette terre corrézienne. Alors, bien déjà, on était en Suisse avec mon épouse. On avait tous les deux des emplois bien prenants puisqu'elle travaillait aux urgences à Lausanne. Moi, j'étais dans la direction de travaux dans un bureau d'architecte. Et puis, voilà, on avait une belle vie, mais on n'a pas quitté la Suisse du jour au lendemain pour juste venir faire du vin en Corrèze. Ça a été une transition assez longue qui, pendant 7 ans, on a fait des allers-retours depuis la Suisse, quasiment tous les week-ends. Ça faisait à peu près 1000 kilomètres de route, quasiment tous les week-ends, les jours fériés, les vacances, les 7 premières années. Donc on a vraiment investi beaucoup de notre temps, de notre énergie, des économies dans ce projet. Mais ce qui nous a vraiment attiré en Corrèze, c'est pas l'idée de créer un vignoble là où il n'y en avait jamais eu. Au contraire, il faut quand même rappeler qu'il y a moins d'un siècle, autour d'Argentat, la vigne était omniprésente et représentait à peu près 1500 hectares. Alors, nous ne faisons donc pas naître un vignoble de nulle part. Nous participons simplement à la renaissance d'une histoire viticole oubliée. Et ce qui nous a séduit, c'est la possibilité de construire un projet exigeant, qui est authentique, sur un terroir encore plus largement sous-exploité et capable de produire vraiment de grands vins. Donc ça a vraiment été un changement de vie, mais aussi d'une vie qui était très stressante, où on revient aussi à travailler loin des immeubles et de la ville, et plutôt à la campagne. Et c'est aussi une bonne partie de notre seconde vie, de pouvoir ainsi revenir au calme et à développer des projets plus personnels. Alors, qu'est-ce qui vous a amené là-dedans ? Parce que c'est quand même, on a vu beaucoup, typiquement avec toute cette période de Covid, des changements de vie, des envies de retour à des valeurs, de retour à la terre. Mais ça pouvait être dans le maraîchage, dans la boulangerie, dans des choses différentes. La viticulture, c'est quand même un secteur très spécifique, qui demande un certain nombre de connaissances, de compétences. Comment est-ce que vous avez acquis tout ça ? Bon, déjà, je suis né à Libourne, donc déjà dans un territoire de vin, et issu d'une famille aussi qui était dans le vin. Donc, c'est déjà quelque chose depuis mon enfance que j'imaginais pour refaire, si un jour la vie me permettait de pouvoir retravailler dans la vigne. D'ailleurs, ça a été mon premier métier quand j'étais plus jeune. Puis j'ai fait mes études au lycée de la Brie à Montbazillac, et puis j'ai fait aussi des études sur Bordeaux, dans la région par là-bas. Donc c'était une vocation déjà depuis très jeune de vouloir travailler dans le vin. Après, la vie a fait que voilà, j'ai axé ma vie sur un autre métier qui est la construction, et ça me plaisait vraiment aussi ce travail en Suisse. Mais c'est vrai que mon épouse aussi, qui est une fille de paysan, une petite fille de paysan au Portugal, c'était quelque chose aussi dans notre couple, l'idée de revenir à travailler à la terre. Et la vigne, c'est parce que c'est que ce soit au Portugal ou en France ou en Suisse, ce sont 3 terroirs de vin. Et voilà, on trouvait ça intéressant de revenir là-dedans, dans la vigne. Voilà. Et donc, sur cette zone d'Argentat sur Dordogne, vous avez trouvé, alors, non pas un domaine, j'ai envie de dire, mais un espace, une construction, des hectares qui pouvaient être remis en culture. Comment est-ce que ça s'est passé, ça ? Oh, ça a déjà été bien compliqué, ça, dès le départ, parce que on a d'abord acheté 9 hectares qui étaient déjà très morcelés. C'était que des forêts, des broussailles, des anciennes friches qui étaient déjà depuis 20 ans à l'abandon. Et il nous a fallu passer 25 fois chez le notaire pour pouvoir
regrouper tout le foncier, faire un seul bloc d'une 40aine d'hectares. Il a fallu que l'on fasse beaucoup de travaux sur plusieurs années, d'abattage, de défriche, de débardage, aussi de clôture, parce que on est proche de l'observatoire du cerf et de la faune, donc il faut aussi se protéger contre les gibiers. Donc non, ça s'est pas fait comme ça. On n'a pas acheté un projet tout fait. Il a fallu tout construire depuis le départ, en sachant qu'on a des sources aussi ici, donc il a fallu canaliser des sources. On est en pente, on est dans des pentes qui vont de 30 à 52%, donc il a fallu faire des serbes, créer des noues pour retenir les eaux de puits, de ruissellement. Il a fallu aussi enherber, donc on est en enherbement permanent ici, donc c'est pas évident de travailler, mais c'est aussi notre volonté d'avoir voulu créer un espace maîtrisé au milieu d'une forêt, et voilà, mais c'est pas de tout repos, et voilà, et on vieillit tous. Mais on est content de laisser quelque chose pour les générations futures, s'il y en a une. Et donc, cet espace que vous avez acheté, que vous êtes en train de travailler depuis maintenant 7 ans, je crois. Ça fait 11 ans. 11 ans donc de travail. Comment, quand on sait les problématiques que rencontre la filière viticole et que l'on sait aussi que un vin, il faut qu'il vieillisse, il faut qu'il passe en cuve. Et comment est-ce qu'on arrive à tenir avant de rentrer réellement dans le fait de pouvoir en vivre ? Alors c'est pour ça qu'on a créé ce projet dès 2015. Donc les 7 premières années, on avait nos emplois à plein temps sur Suisse. Et donc c'est nos salaires, qui nous permettaient d'absorber ça. Bien sûr, il y a un peu d'emprunt aussi. Voilà. Et le temps de faire entrer en production les premiers vins en 2017. Donc on a planté les vignes en 2017, les premières cuvées en 2019. Mais là-dessus, notre idée, c'était pas de faire un vin conventionnel. Notre idée, c'était aussi de faire des vins nature. Et donc, dès 2019, on a travaillé sur cette idée, mais d'une manière assez pointue parce que il y a vin nature et vin nature, et on ne voulait pas faire n'importe quoi avec cette dénomination-là. Donc, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vend que à partir de la cuvée 2023, parce qu'aujourd'hui, on a compris tout le process du vin nature et comment on peut travailler ce vin, mais c'est sûr que voilà, ça a nécessité beaucoup de réflexion, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes dans une dimension un peu élargie avec, certes, la poursuite de cette activité viticole, mais avec de la pédagogie, de l'accueil. Vous avez envie qu'il y ait cette transmission qui se fasse. C'est viscéral pour vous? Ah oui, c'est absolument. On est juste que de passage, là. On est là depuis 11 ans. Bon, on va encore faire quelques années, rassurez-vous. Mais c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, on travaille sur la transmission de l'expérience, sur nos jeunes. On travaille notamment en partenariat avec des écoles, comme l'école de Mémac, comme celle de Neuvik, et d'autres écoles. Et on est content de voir des jeunes de 14, 15 ans, 16 ans, venir apprendre ce métier de la vigne, essayer de leur proposer d'autres débouchés, parce que pour nous, la culture de la vigne, c'est pas périmé, hein. C'est vraiment un métier d'avenir. Seulement, il y a aujourd'hui des secteurs qui ne sont plus trop porteurs à cela et qui n'ont pas réussi à s'adapter avec le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, la région Corrèze, Auvergne, même la région Limousin, c'est extrêmement porteur pour le vin, et on espère que vraiment ça crée des vocations, parce que à Argentat, c'était 1500 hectares, mais dans toute la Corrèze, c'était 17 000 hectares de vignes à planter. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 110, 120 hectares plantés en production. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les vocations, elles sont énormes en viticulture, et seulement aujourd'hui, c'est la consommation qui a un peu changé de par les restrictions, de par aussi la manière de faire les vins. Nous, on a souhaité faire des vins nature, sans intrants, sans produits, et ça, c'est très 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 porteur. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent consommer des vins sans avoir une barre à la tête ou avoir mal au ventre ou prendre 3 cachets pour faire passer le verre. C'est extrêmement porteur, mais on espère pouvoir transmettre un peu tout ce savoir-faire à une nouvelle génération qui, elle,
ne fera que mieux d'ailleurs derrière nous. Les précurseurs, certes, mais les jeunes, la nouvelle génération pourra continuer à améliorer ça, à peaufiner, à refouiller aussi dans l'historique de nos anciens, parce que finalement, les grands-parents, les arrière-grands-parents, ils savaient très bien faire ça. Donc, c'est toujours des savoir-faire qui se perdent avec le temps, avec ce stress de la vie aussi. Et on est content d'y participer, bien sûr, à notre... Philippe, vous êtes à Argentat-sur-Dordogne. Nous sommes au téléphone, je le redis pour nos auditeurs. Vous avez repris il y a 11 ans un terroir qui, sur cette terre corrézienne qui portait avant des milliers d'hectares de vignes, est aujourd'hui réduite à portions congrues. Vous avez racheté 40 hectares avec des longs travaux que vous faisiez sur ces trajets entre la Suisse, où vous étiez avec votre épouse, et Argentat. Et aujourd'hui, vous commencez à commercialiser, après des premières plantations en 2017, des vins de nature dont vous allez nous parler maintenant, Philippe. Racontez-nous ces gammes Titus et Tessa, vos premières cuvées. Alors, notre rouge Titus, il est donc issu de cépages Syrah, donc à hauteur de 85%. Il y a 10% de Cabernet Franc et 5% de Malbec. Donc, notre vocation dès le départ du projet, si on s'est implanté ici, c'est parce qu'on voulait vraiment faire des vins pas simplement bio, nature. Et donc, pour cela, dès le départ, il fallait imaginer planter un vignoble au milieu d'une forêt. Et pour faire toute une traçabilité, en fait, toute une suite logique. Et donc, pour nous, la logique, c'était de faire des vins nature, c'est-à-dire de faire des vins sans intrants. Alors, vin nature et vin nature, c'est deux dénominations, certes, mais pour nous, c'est pas juste ramasser le raisin, laisser fermenter et laisser le rouge, le jus de fermentation vieillir dans une cuve et rien laisser faire pendant 2 ans. Non, il y a vraiment un vrai travail de chai derrière. Ça ne veut pas dire parce qu'on met pas d'intrants, pas de sulfite qu'il y a pas de travail de chai à faire. Bien au contraire, on doit lutter contre tout un tas de choses et d'éléments qui peuvent effectivement faire dévier des vins puisqu'il n'y a pas de stabilisant dans le vin. Mais tout le travail déjà se fait dans la récolte, dans les vendanges où on doit bien faire en sorte que les raisins soient à maturité, de ramasser en grappe entière, dans des caisses spécifiques et vraiment d'apporter les grappes dans le chai de la manière la plus entière possible sans qu'elles soient triturées. Et ensuite, on va travailler sur des raffoirs, un foulage et un élevage, une fermentation alcoolique pour faire transformer les sucres résiduels en alcool d'une manière naturelle. On va travailler qu'avec des levures indigènes, parce que c'est aussi ça l'identité d'un vignoble, c'est de travailler avec des levures indigènes, c'est-à-dire des levures qui sont déjà présentes dans le raisin de nos coteaux. On n'achète pas des sacs de levure où on va essayer dans la fermentation d'uniformiser les goûts. Ça, c'est hors de question. On veut que notre raisin, nos fermentations aient le goût de notre terroir, et donc on travaille qu'avec des levures indigènes. Et puis ensuite c'est un travail, une fois qu'on a passé les malots, la seconde fermentation, fermentation malo-lactique, et bien là on va sortir un jus et on va regarder comment on va pouvoir travailler avec l'élevage, si on va élever en cuve inox, si on va élever en barrique, quel type de barrique et quelles sont les notes que l'on va vouloir augmenter ou affiner dans ce vin. Donc, ça c'est pour les rouges, et puis pour les blancs c'est pareil, un peu le même principe. Le blanc c'est 95% de Riesling et 5% d'Alvarinho, et donc on essaye vraiment de faire ressortir le maximum l'identité de notre terroir en y touchant vraiment le minimum, en ayant le minimum d'intervention humaine aussi dedans, mais le minimum nécessaire quand même pour que nos vins puissent se tenir. On est content qu'aujourd'hui, nos vins de 2023, on est en 2026 aujourd'hui, donc on est à presque 3 ans après, et nos vins n'ont, pour ainsi dire, pas bougé. Donc, ça veut dire que ça y est, on maîtrise sérieusement le travail du chai, le travail de l'élevage, le travail du vieillissement. Et dans les années à venir, on travaille aujourd'hui sur plusieurs déclivités de nos gammes. On aimerait, à moyen terme, voire même peut-être cette année, faire des vins de cépage.
c'est-à-dire de séparer chaque cépage pour voir comment ils évoluent dans nos coteaux. Et donc, c'est-à-dire de faire un 100% Cabernet Franc, un 100% Malbec, un 100% Syrah, un 100% Riesling. Et c'est vrai que nos coteaux ressemblant très près à la vallée du Douro au Portugal et aussi au nord, du côté de Monsanto au nord du Portugal, il y a deux cépages que l'on trouvait intéressant de planter ici. C'était la Touriga Nacional et puis l'Alvarinho. Alors le Touriga Nacional, ce cépage-là, il rentre dans la composition des vins de Porto. Et puis l'Alvarinho, il rentre dans la composition des Vinho Verde, donc soit des vins blancs pétillants, secs, mais aussi on commence gentiment à en trouver des vins de garde avec ce cépage-là. Et donc sur nos sols schisteux exposés plein sud avec des sols drainants, eh bien ces deux cépages de Touriga Nacional et d'Alvarinho se prêtent aujourd'hui vraiment bien à ce jeu-là. Et on espère, alors on va pas trahir de secret, mais on est en train vraiment de travailler très sérieusement sur tout un tas de gammes et différentes pour apporter d'ici 3-4 ans notre gamme à 11 ou 12 vins différents. Et il y a déjà aujourd'hui, notamment sur des Riesling, une incomparabilité, je sais pas si on peut le dire ça, mais quand on compare notre Riesling avec celui qui est fait notamment en Alsace, dans la vallée du Rhin, en Allemagne, c'est très compliqué de les comparer parce qu'on n'imagine pas que ce soit un vin de Riesling. Et donc on est content parce qu'on est vraiment satisfait parce qu'on arrive à vraiment avoir créé une identité différente de ce Riesling en ayant une méthode nature de travail. Et on verra dans les années à venir où est-ce que ça va nous amener tout ça. Et alors, quel a été, lorsque vous avez commencé à faire déguster vos vins, à les faire découvrir, quelles ont été les premières réactions de surprise, d'étonnement? Alors, j'avoue l'avoir goûté et avoir été absolument bluffé par les saveurs et les odeurs qu'il dégageait, et le goût qui était une vraie merveille. Donc, comment est-ce que vous avez commencé à pénétrer le marché? Alors, on sait déjà, merci pour votre retour d'expérience. C'est vrai que... Alors, et je n'ai pas été soudoyé pour que vous soyez dans cette émission, je tiens à le préciser à nos auditeurs. Et je le confirme. Mais, on a eu 100% de bons retours, en fait. On attend quand même qu'il y ait des gens des consommateurs qui puissent un peu nous dire... Oui, vous challengez. Bien voilà, sûr, un petit peu. Mais je vous avoue qu'on a quand même beaucoup de sommeliers, d'œnologues, d'avis dessus, et on a on va dire des évolutions à faire selon ce que l'on veut extraire encore plus de notre terroir, de notre manière de travailler. Mais c'est vrai qu'on n'a que des bons, pour l'instant, retours d'expérience. On en aura bien des mauvais un jour. Mais c'était quoi votre question déjà? Eh bien, la question, c'est comment est-ce que vous avez commencé? Parce que planter la vigne, c'est une chose, vous êtes face à la terre et c'est votre travail. Vendanger et produire, c'est une autre étape. Mais ensuite, quand le vin est tiré en bouteille, comment est-ce qu'il va à la rencontre des consommateurs, de son public? Alors, depuis le mois, oui, merci du rappel, effectivement, la commercialisation, on s'est concentré vraiment depuis le mois de novembre, donc 2025, sur la Corrèze, parce que pour nous, 70% du vin produit en Corrèze est vendu en Corrèze. Donc, déjà, on ne produit pas suffisamment de vin en Corrèze pour alimenter tout le monde. Mais notre idée quand même, notre idée, notre volonté, notre désir, c'est quand même un marché de connaisseurs, un marché de gens qui vont apprécier notre vin, parce que comme on dit, c'est pas un vin de consommation, on va dire courante, où on va boire ça tous les midis de la semaine. Non, c'est un vin qui est extrêmement élaboré, et voilà, on mangerait pas, je pense, un tourneau de Rossini tous les midis. Je pense que notre vin, c'est la même chose. On fait un travail élaboré et on espère, on souhaiterait que notre vin soit dégusté avec des plats
gastronomiques, des plats travaillés, des repas qui se prêtent à D'exception, extraire. donc. D'exception. Voilà, exactement. Et je pense que de toute façon, la viticulture en Corrèze et le travail que l'on fait, les investissements qui ont été faits, parce qu'on parle déjà de plusieurs millions d'euros d'investis dans ce projet, on ne peut pas à un moment donné faire un simple vin, pouvoir en vivre et vouloir faire briller la Corrèze partout. C'est pas possible. Si on veut aujourd'hui que l'on parle des vins de Corrèze, que ce soit nous, mais aussi nos confrères, il y a aucun souci là-dessus. Mais il faut qu'il y ait des vignerons qui vraiment cherchent l'exception, l'originalité, des choses hors de sentiers battus. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra aussi, nous, en vivre, motiver des générations futures qui verront que ça fonctionne et qu'il y a un avenir là-dedans. Et voilà. Et se démarquer. Alors, quelles sont les saveurs que l'on trouve dans ces 2 cuvées ? Alors, les rouges, vous allez avoir déjà à la couleur, on va avoir une espèce de couleur de griotte, de cerise bien mûre, bien foncée. C'est un vin qui est bien foncé. Et on va retrouver des notes de fraises un peu confiturées, de tabac, un peu d'épices et de chocolat noir. Donc c'est tous des goûts qui sont intéressants, et justement le fait que nos vins ne soient pas contenus par des sulfites, en fait, on a vraiment tous ces goûts naturels qui se retrouvent. On a vraiment des longueurs de fruits, d'épices très longues en bouche, vraiment très très longues, parfois 10-15 minutes après avoir dégusté, on a vraiment ces bons goûts en arrière-bouche, et d'assembler ça avec certaines viandes, des viandes rouges, notamment une bonne côte de bœuf, là, ça c'est pas mal, hein. Ça donnera des idées à nos auditeurs pour... Alors, comment est-ce qu'on vous trouve, par contre ? Parce que, hormis d'écouter Logos FM, comment est-ce qu'on trouve vos vins qui, si je le comprends, sont plutôt des vins de garde ? Alors, ils peuvent se garder, ils sont à consommer tout de suite. Ils peuvent aussi se garder, on pense au moins, en tout cas, 5-6 ans. Alors, on n'a pas suffisamment encore le recul nécessaire pour dire, voilà, nos vins, dans 10 ans, dans 15 ans, ils seront parfaits, parce qu'il y a quand même des éléments sur un vin nature qui peuvent faire bouger les vins, c'est notamment les lunes. Il y a 2 lunes qui sont toujours puissantes. C'est un peu comme le principe de la biodynamie, ou même vous, quand vous travaillez dans votre jardin, vous avez des journées de plantation racines, des journées feuilles, des journées fruits. Et pourquoi on a certains jours pour planter certains légumes ? Eh bien, parce que vous avez des différentes lunes qui agissent sur les légumes, sur les plantations. Et la lune, elle influence sur notre santé, mais aussi sur les vins nature. Et donc, on ne peut pas savoir dans 3 ans, 4 ans, vers quel goût de fruits vont évoluer nos vins. Ça, c'est encore du travail de recherche sur lesquels on travaille. Par contre, on sait que aujourd'hui, dans les 3-4 ans, on n'a aucun souci aujourd'hui. On a suffisamment de recul pour dire que dans 3-4 ans, nos vins se boiront encore très bien. Alors, après nous avoir fait saliver, Philippe Avril, où est-ce que l'on peut trouver vos vins ? Alors, je vais vous répondre à cette question, mais j'ai oublié de répondre à une autre chose, enfin, donner une information, parce que nous sommes suisses quand même aussi avec notre épouse, et avec mon épouse, et on a dégusté notre Titus sur un petit fromage de Gruyère qui vient de la vallée de Gruyère en Suisse, et une petite tome d'alpage, et je peux vous dire que si vous allez là-bas, ou avec une petite double crème suisse de la vallée de Gruyère, et ça passe merveilleusement bien. Voilà. Mais j'imagine qu'avec les fromages d'Auvergne bien affinés et bien produits sur notre terroir, ça doit être aussi assez exceptionnel. Bon, j'étais un peu chauvin. Alors, on les trouve où, vos vins, Philippe ? Alors, on les trouve à Noce. Donc, on a une boutique ici, chez Boudingal à Argentat-sur-Dordogne. Mais on peut aussi, de manière plus pratique, les trouver sur notre site internet www.lecoeurdesceps.com. Donc, le cœur avec un H. Et cep comme un cep de vigne, pas comme le champignon. Oui. Voilà, et de là, on peut les commander et ils vous seront livrés. Un téléphone peut-être, ce sera plus facile pour nos auditeurs ? Eh bien, c'est le 06 47 52 23 23.
Vous pouvez aussi, depuis notre site internet, réserver des visites, parce qu'on aime aussi faire des visites de notre vignoble, partager l'expérience, discuter, ou aussi tout simplement pour passer, faire un barbecue en plein air, c'est aussi plaisant. et puis voilà, puis l'idée c'est d'échanger quoi, avec des personnes passionnées. Eh bien, écoutez, les Auvergnats sont des gastronomes, on le sait. Je ne doute pas qu'ils auront envie de venir découvrir ce beau terroir corrézien que vous êtes en train de faire renaître à la viticulture. Philippe, merci de ce temps que vous avez extrait de vos vignes pour échanger avec nous. Et à très bientôt sur Logos FM dans Entreprise et Passion. Merci d'avoir. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.